Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Et c'est comme ça qu'est née, l'idée, initialement, d'un projet qui allait avoir pour objectif de finalement venir se positionner sur le créneau du paiement, sur le marché du paiement, pour aller capter la valeur qui est produite par la circulation monétaire, celle du paiement quotidien, de vous, vers le commerçant et la réaffecter vers les enjeux sociétaux de notre époque. Saviez-vous qu'à chaque fois qu'on utilise notre carte bancaire, une partie de notre paiement est reversée au réseau de paiement comme Visa ou Mastercard, une autre est reversée à notre banque et une dernière est reversée à la banque de destination. C'est sur ce constat que Jérémy Le Petit et ses cofondateurs ont créé Retrib, un nouveau moyen de paiement qui permet d'agir conformément à ses valeurs éthiques de partage et de solidarité. Même si c'est l'institution financière d'une certaine manière qui fait acte de sadaqa, c'est une satisfaction pour l'utilisateur de savoir qu'à chaque fois qu'il consomme, le projet qui lui tient à cœur est partiellement financé sans que ça lui ait coûté un centime de plus, mais juste parce que son partenaire financier s'en assure pour lui. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers si tu souhaites m'aider à préparer des questions à l'avance pour les prochains invités. Le lien est en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Jérémy. Assalamu alaikum. Comment vas-tu? Très très bien et heureux d'être avec toi ce matin. Pour commencer, Jérémy, je te propose de te présenter, d'en dire un maximum sur toi en 30 secondes. 30 secondes, c'est toujours très compliqué. Moi, je suis Jérémy Le Petit, ce qu'on qualifie de serial entrepreneur. Heu, j'ai entrepris très tôt à la fin de mes études, en 2009, j'ai créé des premières social media agency, à l'époque. Heu, J'aime toujours dire qu'au pays des aveugles, les bornes sont rois. Avec un peu d'audace, on peut se lancer sur les nouveaux sujets, les sujets émergents. Et, et ensuite, j'ai développé en SaaS une solution, toujours à partir de la même structure. Donc, j'ai fait un pivot. J'ai emmené mon entreprise dans une autre direction. Donc, j'appelle ça une deuxième aventure entrepreneuriale. Et courant 2017-2018, j'ai compris quelque chose qui allait m'amener dans le projet pour lequel on est amené à se rencontrer aujourd'hui. C'est que il y avait une troisième révolution qui était en cours et qui était en train de s'initier. Et donc, peut-être par opportunisme, j'ai décidé de ne pas louper le train, mais c'était la révolution de la blockchain, cette nouvelle technologie émergente qui allait progressivement devenir, en tout cas qui est déjà de fait en train de devenir, la nouvelle infrastructure du web mondial et de la finance mondiale. Et c'est comme ça que j'ai basculé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale depuis maintenant 2 ans, et que je développe le projet d'InPay, entre autres, euh, à travers une structure qui s'appelle Retrib, et donc qui s'appuie sur des technologies qui sont sous-jacentes, en tout cas philosophiquement très proches de la blockchain. Voilà, si je résume de manière très très condensée. Très bien, très bien. Ça m'évoque beaucoup de questions qu'on va traiter, bien sûr. Ce que je te propose, c'est qu'on passe directement au vif du sujet et que tu nous parles de Retrib et de Jinpei. Tu nous présentes le Ouais. projet. Tout à fait. Bah, c'est venu d'un constat, je pense, qui est partagé par chacun d'entre nous. En fait, moi, plus j'observais le monde dans lequel j'évoluais et plus je prenais conscience, en plus le fait de vivre en France, plus je prenais conscience de l'abysse vers lequel était en train de nous plonger le monde de la finance tel que je le connais moi. Et surtout, je me rendais compte que j'étais un enfant de la crise, que depuis que j'étais adolescent, je n'avais fait que connaître des crises successives, et et que la crise de 2008 avait plongé nos économies dans un espèce de marasme dans lequel on était impossible de se sortir, puisque continuellement on nous rappelait à cette crise. Et surtout, j'ai pris conscience que les, comme aucune euh, réelle prise de décision, réelle prise de conscience avait été effectuée de la part des populations sur ces sujets-là, eh bien, la prochaine crise financière qui allait probablement nous tomber dessus allait faire des ravages qui allaient être bien plus importants que la précédente. Et donc, cheminement assez étrange pour un entrepreneur. Euh, J'arrivais dans une phase de ma carrière professionnelle où j'étais en quête de sens,
Et donc, il est devenu une évidence pour moi que si je voulais avoir un impact sur le monde autre que celui que j'avais à l'échelle de mon propre management dans ma petite entreprise, eh bien, il fallait que je me dirige vers cette industrie. Et ça fait lien avec ce que je disais précédemment, notamment vis-à-vis de la blockchain, parce que cette nouvelle technologie permet de briser un certain nombre de barrières à l'entrée et finalement aller vers l'industrie de la finance, qui est l'industrie, et je pense que j'aurai l'occasion de le répéter, qui est au sommet de la symétrie entre impact sur le monde et prise de responsabilité sociétale. Finalement, c'était peut-être le chemin le plus rationnel. Si on veut changer les choses, il faut changer les choses là où elles vont le plus mal. Et là où ça va le plus mal dans notre monde occidental, c'est au niveau de la finance. Et on va le voir, et on le voit là, la crise du coronavirus est une crise sanitaire, mais ce qu'elle masque, c'est une crise financière qui est le résultat de dizaines d'années, mais surtout des 10 dernières années où aucun correctif n'a été apporté. Et c'est ce qui nous a emmené progressivement à essayer de nous pencher sur le sujet. C'est comme ça qu'est né, au détour d'un repas avec un de mes meilleurs amis, au détour d'un repas, on est allé chercher une pizza. On allait chercher une pizza chez un restaurateur et ce jour-là, le restaurateur nous a refusé ma carte bleue. Et j'ai compris deux choses à ce moment-là. La première, c'est que derrière ce refus, il y avait un marché qui était en pleine croissance et qui allait être de plus en plus impactant pour le commerce réel. C'est le marché des commissions d'interchange, le marché des commissions bancaires qui s'appliquent sur chaque transaction numérique. Ça, Parce c'est la qu'il a, première chose. il a refusé pour ne pas payer les frais de transaction. Exactement. Il a refusé parce que le seuil minimum était à 15 euros et que la pizza coûtait 14 euros. Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que le paiement, c'est l'acte qui est au cœur de nos échanges économiques. C'est la seule chose que tout un chacun comprend de cette industrie financière. C'est une industrie qui est opaque, qui est particulièrement complexe. Et finalement, le paiement, c'est la seule chose sur laquelle n'importe quel individu a une prise. Parce que moi, si on me parle de trading haute fréquence, très rapidement, je suis largué. Si on me parle de produits dérivés, très rapidement, je suis largué. Et finalement, on se rend compte que le paiement, c'est la seule chose que n'importe lequel d'entre nous est capable de comprendre. Et si on veut avoir un impact, et si on veut avoir en tant que citoyen, et je parle là d'une dimension très universaliste, si en tant que citoyen, on veut avoir un impact, ou en tout cas pousser cette industrie financière à changer, eh bien, ça ne pourra s'amorcer qu'à travers le paiement. Et c'est comme ça qu'est née l'idée initialement d'un projet qui allait avoir pour objectif de finalement venir se positionner sur le créneau du paiement, sur le marché du paiement, pour aller capter la valeur qui est produite par la circulation monétaire, celle du paiement quotidien, de vous vers le commerçant, et la réaffecter vers les enjeux sociétaux de notre époque. C'est comme ça qu'en se penchant sur le sujet, on se rend compte très rapidement d'une chose, c'est que quand on parle d'éthique, quand on parle de solidarité, quand on parle de partage, quand on parle de transparence et quand on parle d'équité, notamment dans l'incertitude et dans la redistribution de la valeur, eh bien très rapidement, on se rend compte que c'est des valeurs qui sont incrémentées dans les fondements de la finance islamique. Et en étudiant un minimum le sujet, je revendique aucune compétence savante sur le sujet, mais en étudiant juste à minima, de manière presque superficielle le sujet, on se rend compte très rapidement que ces valeurs-là ont finalement un fondement qui est universaliste et surtout qui ont une racine qui baignait l'ensemble du pourtour méditerranéen et ce depuis l'Antiquité. Donc en réalité, c'est un retour à certaines valeurs qui faisaient que la finance, à une époque, était au service de la société. Alors que dans notre monde occidental aujourd'hui, la finance a servi la société, a servi l'économie. Et donc Retrieve, c'est l'idée d'aller prendre, en tout cas créer des solutions qui mettent la finance au service de l'économie, au service de la société, au service des citoyens En quoi, et si surtout je peux me permettre, en quoi la finance ouais. actuelle a servi la société? Aujourd'hui, tout le système usuaire, le seul fait, si on en revient même au fondement, le seul fait de la création monétaire associée à un système usuaire,
est un système d'asservissement de la société. On le voit avec les récentes créations monétaires de la part des différentes banques centrales. Euh, le débat actuel des économistes tourne sur la, la nécessité de rembourser cette dette ou éventuellement la suppression de cette dette, mais qui toucherait indirectement à la confiance que l'on a dans le système financier tel qu'il existe. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, nos sociétés n'ont aucune marge de manœuvre parce qu'elles sont complètement bloquées par le système usuaire de la monnaie et du système de création monétaire dans lequel on est aujourd'hui imbriqué, que ce soit à travers les différents traités européens, etc. Donc, le système financier aujourd'hui est un système, en tout cas occidental, est un système qui est un système parasite par rapport à l'économie réelle, Mhm. puisque c'est l'une des rares industries, une des seules industries qui ne produit rien, qui n'apporte aucune valeur sur l'économie réelle de production. Alors, je ne suis pas économiste. Euh, en revanche, aujourd'hui, quand on sait que la taille de l'économie financière fait 100 fois la taille de l'économie réelle, on est en droit de se poser légitimement la question euh, de finalement de comment est-ce qu'on pourrait refaçonner tout ça, comment est-ce qu'on pourrait repositionner un certain nombre de solutions de manière à rendre tout ça beaucoup plus viable, beaucoup plus durable, beaucoup plus soutenable, parce que ce n'est qu'au bénéfice d'un tout petit nombre. Et cette Mhm. industrie qui est celle qui génère le plus de profits au monde, celle qui est associée à absolument l'intégralité des, euh, des marchés du monde, qui est associée à l'intégralité des intérêts économiques de toutes les nations, eh bien, c'est paradoxalement celle qui contribue le moins proportionnellement aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres, que ce soit des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, et, euh, et il est peut-être temps que ça change. Oui. Quand tu dis que, j'ai retenu le chiffre hein, qui est assez extraordinaire, est-ce que tu peux expliquer un mot simple ce que ça représente de dire que la finance pèse 100 fois plus que l'économie réelle? Ben, en fait, à force de créer des produits dérivés, à force de, 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 de créer des produits de plus en plus complexes au-dessus de ce qui représente les flux réels euh, sur les marchés et les flux de production réels, eh ben, si je pouvais faire une métaphore qui simplifierait considérablement la chose, il faut imaginer qu'aujourd'hui, l'économie réelle, l'économie de production réelle, c'est, si je prends un ballon de baudruche, eh bien, c'est la taille du goulot de ce ballon. Euh, L'économie financière, c'est chaque fois qu'on vient rajouter une surcouche sur cette économie réelle, eh bien, on vient gonfler le ballon. Et l'économie financière, aujourd'hui, sa superficie, enfin, son volume fait 100 fois la taille de ce goulot d'étranglement du ballon de baudruche. Donc, à chaque fois qu'on gonfle le ballon, on rajoute des produits sur des produits sur des produits. Et il arrive un moment où ça devient intenable. Ce qui a failli se produire au moment du début de la crise du coronavirus, c'est que ce virus a crevé le ballon à son sommet Mhm. et tout a failli s'effondrer. Mais les banques centrales, pour essayer d'éviter de cumuler et la crise sanitaire à une crise financière, eh réinjectent des liquidités, une sorte d'héroïne monétaire qui vient d'une certaine façon calmer les marchés temporairement, mais c'est une fuite vers l'avant. On fait monter Mhm. le bébé de plus en plus haut, mais il finira à un moment donné par être lâché. Ok. Tu vas commencer à décrire un petit peu ton projet. Euh, Mhm. tu essayes de changer un peu l'état des choses avec ton projet. Comment est-ce que ton projet, le projet sur lequel vous travaillez, peut améliorer ce système? En fait, on a tous conscience de ces problèmes-là et je pense, euh, a fortiori encore plus en tant que musulman, parce que je sais que l'ensemble de la communauté a été à un moment donné confronté à cette question-là, ne serait-ce que de par son propre, tout simplement de par son compte épargne, donc c'est très primaire. Euh, on est tous conscients de cette problématique-là, mais on manque de solutions. Et a fortiori en Mhm. France, on manque encore plus de solutions parce que il y a une dimension politique aussi derrière tout ça. On voit par exemple au UK, en Angleterre, il y a beaucoup plus de solutions, de banques qui sont implantées. Donc, on est beaucoup plus ouvert sur les solutions qui sont mises à disposition de l'ensemble de Mhm. la population. En France, il y a un vrai problème idéologique derrière tout ça et on le constate d'ailleurs au quotidien en ce moment. Mais
il faut des solutions. Ça ne sert à rien d'évoquer et de ressasser un problème si on n'est pas capable de proposer des solutions. Euh, DynPay et Retrib, parce que à l'origine, le projet, c'est DynPay. Le projet tel qu'il a été conçu, c'est DynPay. Mais on s'est rendu compte que si on était en mesure de proposer une solution à la communauté musulmane, et pourquoi la communauté musulmane? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une similarité, il y a un effet miroir dans les valeurs entre les valeurs de la finance islamique, les valeurs qui sont portées par l'islam, et le projet qu'on est en train de mener. Et du coup, il faisait sens pour nous que ce soit à travers cette communauté qu'on aille chercher les ambassadeurs finalement d'une nouvelle forme de finance plus éthique, plus solidaire et plus responsable. Et, et finalement, quand on crée DynPay, on se dit c'est une solution qu'on va adresser en premier lieu à la communauté musulmane, mais pas de manière exclusive, puisque l'objectif derrière, ça va être de faire d'autres déclinaisons et de faire de l'ensemble des musulmans des ambassadeurs de cette forme de finance, et faire d'autres déclinaisons pour d'autres pans de la population, pour d'autres segments de la population, d'autres communautés, mais qui prendront une forme différente, mais toujours sur les mêmes principes, toujours à travers les mêmes valeurs. Puis Mhm. on se rend compte très rapidement que si du côté des utilisateurs, ça ne devrait pas poser de problème pour adopter ce type de solution. En revanche, on se rend rapidement compte que du côté des commerçants, on va très rapidement se heurter à un plafond de verre. Un plafond de verre parce qu'un moyen de paiement, c'est un réseau. Et ce réseau, pour fonctionner, il a besoin bien sûr d'utilisateurs, mais il a aussi besoin d'un réseau d'acceptation. Il a besoin donc de commerçants. Et si les commerçants, on va qualifier d'affinitaires, donc je sais pas, une boucherie halal, je dirais un au tacos, que sais-je, eh bien, si ces commerçants-là euh, n'auront probablement pas de difficulté à adopter un moyen de paiement comme TeamPay, en revanche, tous les autres commerçants du quotidien, que ce soit, je ne sais pas, le Roi Merlin, que ce soit euh, Carrefour City, etc., eh bien, Mhm. dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, leur proposer une solution qui serait étiquetée, en tout cas qui serait identifiée comme une solution adressée à la communauté musulmane, on le sait, ça aurait été problématique et on se serait vu opposer une fin de non-recevoir dans absolument toutes ces enseignes-là. Mhm. Or, eh bien, quelle que soit la motivation et quelle que soit ma motivation en tant que musulman d'utiliser un moyen de paiement qui est éthique, solidaire, responsable, si je ne peux l'utiliser que dans 3 commerces de ma ville, bien, très rapidement, je vais arrêter d'utiliser ce moyen de paiement et je vais revenir à mes moyens de paiement conventionnels que sont Visa et Mastercard, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on a créé Retrib. Retrib, c'est une ancienne qui est neutre, qui porte les mêmes valeurs, qui porte les mêmes principes, mais qui se pose en tant que garant de la neutralité de la technologie d'une certaine manière. C'est le Mhm. réseau de paiement, c'est l'équivalent d'un Visa ou d'un Mastercard, sauf qu'elle porte ces valeurs-là et c'est elle qu'on affiche auprès des commerçants. Donc le réseau de commerçants utilise le processeur de paiement Retrib et ensuite, côté utilisateur, on a des solutions de paiement qui vont être déclinables en fonction de différents segments de communauté. Et la première d'entre elles, celle qu'on a souhaité développer en premier lieu, c'est DynPay. C'est la solution de paiement qui est adressée à la communauté musulmane parce que c'est celle qui partage euh, intrinsèquement les mêmes valeurs que celles qu'on défend sur ce projet. Il y a peut-être quelque chose qui est intéressant à expliquer parce qu'en réalité, on se rend compte que, et moi le premier, je pense, c'est probablement une des choses que j'ai compris quand j'ai été chercher cette pizza à l'époque, c'est que j'ignorais tout de ce marché des moyens de paiement. Euh, on considère qu'en 2020, il y a eu 766 milliards de transactions numériques et on considère qu'il y aura environ 1093 milliards de transactions numériques en 2023. Donc c'est un marché qui est en pleine croissance. Mhm. Beaucoup d'acteurs veulent leur part du gâteau, que ce soit Facebook, que ce soit Apple, que ce soit euh, les acteurs entrants ou les acteurs historiques. Donc, tous veulent une part de ce gâteau-là, mais très peu sont prêts à remettre en question la recette même du gâteau. Une recette qui serait beaucoup plus redistribuée, beaucoup plus euh, équitable dans la distribution de la valeur créée. Et, euh, et finalement, la très grande majorité des gens ignorent complètement que quand ils payent euh, leur VTC, leur chauffeur Uber, quand ils payent leur sandwich, à chaque fois qu'il y a une transaction qui s'opère,
il y a une commission qui est prélevée aux commerçants, ce que les économistes appellent la TVA bancaire, parce que c'est au-dessus même du prix TTC. Et en fait, cette commission, elle va rémunérer à la fois une autre banque, donc la banque de l'utilisateur, la banque du commerçant et le réseau Visa et Mastercard. Et donc, à chaque transaction, il y a une petite fraction du montant qui est redistribuée à l'ensemble des institutions financières. Donc, à chaque fois que je paye avec ma Visa ou ma Mastercard, j'enrichis mécaniquement un système qui, lui, est dans l'usage des fonds captés à l'exact globalement opposé de mes valeurs. Donc, si je suis à la Société Générale, je sais qu'à chaque fois que je paye avec ma carte Visa Société Générale, je sais que la Société Générale gagne de l'argent. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que la Société Générale est probablement une des banques qui est les moins éthiques de la place financière mondiale, peut-être même. Et à combien s'élèvent les frais quand on paye avec sa carte bancaire? Alors, c'est très variable et surtout c'est très opaque. Parce que à chaque fois qu'on paye avec une Visa ou avec une Mastercard, alors déjà c'est un duopole, American Express est très à la marge, donc même si c'est eux qui prennent le moins sur la commission, ils sont sur quasiment l'intégralité à eux deux de toutes les transactions mondiales. Donc c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ils font partie des 10 plus grosses valorisations boursières au monde. C'est parce que justement, les bénéfices engrangés sur toutes ces informations sont considérables, sont inimaginables. Du coup, il y a une petite fraction qui part sur les réseaux Visa ou Mastercard. Les commissions pour les commerçants vont être variables en fonction du type de commerce. Quand c'est un commerce physique, en règle générale, on a une commission qui va être appliquée entre 0,9, donc 0,09%, et ça peut monter jusqu'à 1,5%, sachant que derrière, il y a souvent des frais fixes aussi, donc par exemple 10 centimes par coût de transaction, etc. Et surtout, viennent s'ajouter à ça les frais de location du TPE et bien évidemment les Le consommables. TPE, Donc, c'est la petite machine pour mettre sa carte c'est la bancaire. machine, oui, qui généralement coûte environ 30 euros par mois de location. Et puis ensuite, il y a les consommables, donc les rouleaux pour imprimer les tickets, qui sont aussi souvent occultés de la part des commerçants qui oublient qu'il y a ces frais généraux qui y sont associés. Euh, D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on utilise toujours du papier. Quel gâchis de papier, ça mais bon, va, ça, c'est un autre problème. ça va être amené à disparaître progressivement. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les commerces mobiles, donc les commerces en mobilité. Donc, ça va être tous les VTC, ça va être tous les commerces ambulants, les commerces ambulants de marché, etc., etc. Donc, tous ces commerces-là, et puis il va y avoir tous les e-commerce. Donc, généralement, ils sont classés dans la même catégorie. Et eux, ils vont avoir plutôt une commission qui va s'élever entre 1,75%. Et si on prend jusqu'à PayPal, par exemple, ça peut monter jusqu'à 3,75% de la transaction. Donc, on est sur des Ce qui est chiffres énorme. qui sont très vite loin d'être anecdotiques. Donc, on a très rapidement des montants qui peuvent représenter des sommes qui sont considérables. Euh, c'est déjà considérable pour des commerçants qui sont très impactés par la crise sanitaire qu'on traverse, mais qui s'accentue parce qu'aujourd'hui, le cash disparaît. Donc, on a une disparition progressive du cash au bénéfice de toutes ces transactions numériques. Et donc, sur chacune de ces transactions numériques, on a des acteurs financiers institutionnels opaques et qui sont plutôt au sommet de la symétrie entre impact et responsabilité qui captent à chacune de nos transactions. L'idée d'InPay, c'est de proposer une solution avec Retrib comme réseau, qui est l'équivalent de Visa ou Mastercard, et d'InPay qui est finalement l'interface de paiement. Et donc, on n'a plus besoin de l'intermédiation de la banque. On peut se passer d'une certaine manière de verser une commission à la banque postale ou au crédit agricole si la banque postale était ma banque et que le crédit agricole était la banque du commerçant chez qui j'opère ma transaction. Je pense qu'un bon exemple pour bien comprendre comment ça fonctionne, c'est de différencier les frais qu'on paye en utilisant Visa ou Mastercard versus en utilisant DinPay. Exactement. Bien, aujourd'hui, si je prends un exemple standard sur une transaction CB, si je paye, je sais pas, mon VTC pour m'emmener d'un point A à un point B, admettons que cette transaction
coûte 100 euros. Si aujourd'hui j'utilise ma Visa ou ma Mastercard, je vais à minima avoir une transaction, quel que soit le fournisseur qui a été choisi par SOVTC, eh bien, je vais avoir à minima une commission qui va être prélevée à hauteur de 1,75%. Donc, il y a 1,75 € qui va être capté par la banque du VTC. Cette commission ensuite va être ventilée. Il y aura à peu près, je vais schématiser, mais il y aura à peu près 50 centimes qui va aller pour Visa et Mastercard. Et il y aura la moitié à la banque du VTC, qui restera chez la banque du VTC, l'autre moitié qui sera redonnée à ma banque. Ça représentera les commissions. Si j'utilise DeepPay, il y aura une commission de 1,5 € à s'appliquer, donc qui sera plus économique pour le VTC. Donc, il y aura 1,50 € qui sera prélevé et conservé par DeepPay. Et sur ces 1,50 €, et c'est là qu'on apporte une vraie innovation de rupture, il y a 1 € qui est conservé par DeepPay pour ses coûts et ses charges, et comme rémunération du service. Et il y a 50 centimes qui vont être reversés systématiquement à un projet solidaire qui sera choisi par l'utilisateur directement depuis son portefeuille numérique sur son application. Et c'est là où j'insiste bien, parce que l'innovation de rupture, elle se situe à cet endroit-là. C'est que pour la première fois avec DeepPay, c'est l'institution financière qui porte une responsabilité sociétale à la hauteur de sa performance commerciale. Donc on corrèle à la racine même du modèle économique, si tu veux, performance commerciale et performance sociétale. Ça devient indissociable. Donc même en cas de croissance, Ce que je veux dire par là, c'est plus on utilise ce moyen de paiement et plus ça a un impact sociétal, éthique. Exactement. Chaque euro de croissance qui est enregistré par le service est réaffecté à hauteur d'un tiers directement au financement de projets sociaux environnementaux. Et l'utilisateur, s'il n'est jamais mis à contribution financière par… Tu vois, moi je vais te donner un exemple très concret. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un SMS de l'hôpital Foch de Suresnes, parce que je suis de Rueil-Malmaison, et j'ai reçu un SMS de l'hôpital Foch de Suresnes qui me fait un appel au don, donc qui m'enjoint à lui verser une certaine somme pour l'aider dans son financement. Personnellement, quand je reçois un message comme ça, alors que la Banque centrale européenne vient de créer quelques 1850 milliards d'euros en l'espace d'un an, soi-disant pour raison de crise sanitaire, eh bien, je m'étrangle. Je m'étrangle parce que ça veut dire que tout cet argent magique qui a été créé ex nihilo par une banque centrale n'est pas arrivé jusque là où on en avait le plus besoin dans le contexte qui était le nôtre, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Il est resté bloqué dans les marchés financiers et il n'irrigue pas le marché réel et encore moins nos hôpitaux et nos services publics. Ce qui me plaît bien, c'est qu'ils ne font pas ça exclusivement pour aider les personnes, mais c'est vraiment pour le système financier. Tant que le système financier n'est pas atteint, ils n'en ont rien à faire, ils diront qu'ils n'ont pas d'argent, mais une fois que c'est atteint, ils commencent à paniquer et à créer de l'argent. Clairement, là on a un système financier qui est comme un junkie en manque d'héroïne monétaire. On lui met le quantitative easing. Le système financier occidental est basé sur l'usure et la génération d'intérêts. Par conséquent, si l'économie réelle est à l'arrêt, elle est en PLS sur le bas-côté parce qu'il y a une crise sanitaire et qu'on l'a mis à l'arrêt, l'économie financière continue d'avoir besoin de ce rendement-là et d'avoir besoin d'avoir ces intérêts qui lui sont versés. On l'a vu d'ailleurs dernièrement, malgré la directive de la Banque centrale européenne en début d'année de geler le versement des dividendes des banques, à la fois pour des raisons de décence, pour des raisons morales, j'imagine, mais également parce qu'il fallait qu'elle se recapitalisent au maximum de manière à affronter les échéances qui allaient venir, parce qu'une économie réelle à l'arrêt, c'est des faillites en chaîne qui s'en suivront, avec des défauts de paiement justement sur tous les crédits qui ont été faits. Eh bien, on le voit bien, pour éviter une fuite des actionnaires de ces mêmes banques et éviter que finalement
le système s'effondre, la Banque centrale a été obligée, sur la pression des banques, d'autoriser les banques européennes à verser des dividendes. Tout en même temps leur envoyant un signal en leur disant attention, 2021 va être une année extrêmement compliquée, garder un maximum de réserves. Donc on a deux messages complètement opposés parce qu'il faut nourrir la bête, il faut lui réinjecter en permanence plus de liquidité parce que c'est comme ça qu'elle a été conçue, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Mais ça, ça ne peut plus durer. Donc, si je reviens sur DinPay, DinPay, c'est justement là où il y a le changement de paradigme. C'est que pour la première fois, on ne demande rien de plus à l'utilisateur. On ne vient pas ni lui demander de faire des dons supplémentaires. Il donne déjà beaucoup. Ni on vient le culpabiliser comme avec des principes d'écotaxe où on viendrait taxer sa consommation parce que ce ne serait pas suffisamment green ou pas suffisamment, sans aucune d'ailleurs transparence sur l'usage de cette taxe derrière. Non, c'est l'institution financière qui porte sa responsabilité sociétale et qui finalement s'applique à elle-même une taxe. Le tiers qu'on reverse à des projets solidaires sur chacune des transactions, c'est un petit peu le serpent de mer, je ne sais pas si tu te rappelles, de la taxe Tobin qui avait été proposée et relancée par Jacques Chirac il fut un temps, qui voulait taxer les transactions financières. Ben là, on ne cherche pas à ce que ce soit un État qui impose, d'ailleurs il n'en a pas les pouvoirs, ça se démontre au quotidien, c'est pas un État qui cherche à imposer sa volonté et avec un usage qui serait complètement opaque. Non, c'est l'institution financière, donc c'est DinPay, qui se taxe à hauteur d'un tiers de ses bénéfices, un tiers de son revenu, et qui décide de le réaffecter à des projets solidaires. Mais il n'est pas seul décisionnaire. C'est l'utilisateur, et là on en fait d'une certaine manière un acteur, même si ce n'est pas lui qui donne, c'est DinPay qui donne, mais c'est l'utilisateur qui choisit à qui. Ouais. Et donc, sur son wallet, sur son application, l'utilisateur peut choisir parmi une sélection de projets quel projet lui tient à cœur. Et à chacune de ces transactions, DinPay, et donc à travers DinPay Retrieve, reverse un tiers de ses revenus directement au financement de ce projet, systématiquement. D'accord. Au final, en utilisant des outils comme DinPay, tout le monde est gagnant, à part les banques. Le marchand paye moins de frais, parce que, il me semble que vous avez dit 1,5%, et que pour les autres, c'est en général plus que ça. Mm-hmm. Ça, c'est pour des commerces mobiles ou des e-shops. Sur un commerce physique, la fourchette, elle va se situer, le tarif annoncé, il est autour de 0,9, sans aucun frais fixe, donc c'est que du variable. Il n'y a aucun consommable parce que tout passe par le mobile, donc c'est une transaction qui est full mobile. Et il n'y a pas besoin de louer un TPE puisque le smartphone du commerçant devient finalement son terminal de paiement. Et vu que c'est des frais mobiles, il n'y aura pas de minimum. Et il n'y a aucun minimum. Il n'y a aucun minimum, il n'y a aucun frais fixe. Donc, peu importe que la transaction soit de 0,5 euros ou qu'elle soit de 150 euros, ça ne changera strictement rien au pourcentage qui sera prélevé. OK. Pour que l'argent arrive sur DinPay, il y a une transaction qui doit être effectuée. Il y a des frais sur cette transaction? Alors, il y a deux possibilités d'alimenter son wallet, donc son portefeuille numérique, son application DinPay. La première, c'est la version gratuite. Donc, pour alimenter un petit peu comme on a pu le faire pour les utilisateurs qui ont déjà été sensibilisés à ces néobanques, comme on a pu le faire sur N26, comme on a pu le faire sur Revolut au début, eh bien, on va pouvoir créditer son wallet DinPay avec un virement. Donc, on va pouvoir envoyer des fonds sur son wallet DinPay. Et ces fonds, quand ils arrivent sur le wallet DinPay, eh bien, on va ensuite pouvoir les dépenser dans le réseau de commerçants. Ça, c'est la première possibilité et elle est complètement gratuite. Il y a une autre possibilité, ce qu'on appelle fast transfer. Donc, c'est une possibilité qui est plus rapide parce qu'un virement, ça dépend si c'est un virement instantané, sinon ça prend parfois 2 jours. Sinon, il y a la possibilité de le faire directement avec sa carte bleue. Donc, on peut créditer son wallet DinPay, son portefeuille numérique DinPay, avec sa Visa ou avec sa Mastercard. Mais si on décide de faire ce choix-là, on supporte les commissions de Visa et de Mastercard. Oui. Donc, on va devoir supporter les commissions de paiement CB. Donc, en fait, quand on va verser 100, n'arriveront sur notre wallet DinPay que
99 parce qu'il y a eu les commissions de Visa ou Mastercard qui ont été prélevées au passage. C'est une bonne Oui. manière de se sensibiliser à ces commissions interbancaires, sachant que DinPay ne prend strictement rien sur la transaction. C'est une bonne manière de se sensibiliser aux transactions et aux commissions interbancaires. Le plus simple restant encore de faire un virement ou de faire un système de prélèvement automatique aussi qui est tout à fait possible. OK. Question subsidiaire du coup, est-ce que l'ambition à terme, c'est de devenir une néobanque ou une banque? Alors, c'est une piste qui est envisagée. C'est une piste qui est envisagée. Maintenant, on n'est pas du tout sur cette ambition immédiatement, dans la mesure où ça nécessite d'avoir des capacités en fonds propres qui sont considérables. Oui. Rien n'étant possible, ça va dépendre bien évidemment du développement de la solution, du développement du projet. Aujourd'hui, tout a été pensé pour un déploiement international. La France ne sera qu'un micro-marché pour nous. D'ailleurs, ça a été clairement quelque chose qu'on a très rapidement indiqué à nos investisseurs, parce que nos investisseurs sont à l'image de la team. Dans la team, il n'y a pas que des musulmans. Nos investisseurs, il n'y a pas que des musulmans, loin de là. Et très rapidement, on leur a fait comprendre que quand on sortait du prisme très franco-français qui en plus n'est pas forcément le meilleur en matière de perception de cette communauté, de la communauté, de notre communauté, eh bien, on se rend compte qu'on parle d'1,8 milliard de musulmans à travers la planète. On parle de quasiment d'un tiers de la population mondiale et que par conséquent, une solution comme DinPay, très rapidement, elle va se tourner vers le Moyen-Orient, elle va se tourner vers l'Asie du Sud-Est. Je prends souvent l'exemple de l'Indonésie. Mais l'Indonésie, vu de beaucoup de Français, c'est un pays en développement. Mais quand on connaît un petit peu et qu'on se renseigne un petit peu, quand on s'intéresse aussi au paiement, on se rend compte que si en pourcentage de pénétration de la population, 3% de la population seulement a une carte bancaire. En revanche, c'est le troisième pays au monde en mobile payment. Donc, Mmh. il y a une avance culturelle, notamment en Asie du Sud-Est et en Asie Oui. sur tous ces sujets-là qui est juste abyssal par rapport à ce qu'on connaît en Europe, où on se rend compte qu'il y a encore un conservatisme qui est assez fort. Mais les Mmh. choses sont en train de bouger, les jeunes générations sont en train de s'approprier ces moyens de paiement, vont être de moins en moins fidèles aux banques traditionnelles. Je ne serais pas étonné que dans les années à venir, il y ait progressivement une disparition de grands institutionnels bancaires et financiers tels qu'on les connaît aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais été interrogé à une table ronde il n'y a pas très longtemps avec un parterre de spécialistes du sujet et de pontes de la finance. Et la question qui m'avait été posée, qui avait été posée à l'ensemble des panélistes, c'était pour vous, qu'est-ce que ça va être la banque de demain? Bon, si moi je m'abstiens en général de faire de la prospective parce que j'ai déjà du mal à voir où je serai dans 6 mois précisément, j'avais répondu que pour moi la banque de demain serait une banque qui gagnerait moins d'argent, mais qui gagnerait bien mieux son argent. Et je pense que c'est ça qui est au cœur du sujet et c'est probablement la valeur fondatrice de ce projet qu'est DinPay, c'est comment gagner mieux son argent. Comment gagner de l'argent tout en ayant conscience de notre environnement, tout en ayant conscience, et quand je dis notre environnement, c'est notre environnement immédiat. Mmh. Ça inclut la biodiversité, mais ça inclut bien évidemment le rapport à l'humain, la prise de conscience des difficultés du monde actuel. Et aujourd'hui, on est dans une telle accaparation des richesses par un tellement petit nombre d'individus que demain, il va falloir gagner bien mieux son argent de manière beaucoup plus durable, de manière beaucoup plus soutenable et de manière beaucoup plus partagée. Oui. Par rapport au développement de la finance, des outils de paiement en Asie du Sud-Est, je peux le témoigner, hein, vu que je vis à Mmh. Singapour. C'est vrai qu'ici, quand on rentre dans un magasin, on a bien plus que Visa et Mastercard pour payer. On a beaucoup d'outils de paiement qu'on peut utiliser avec différentes applications en payant avec un QR code. Et aussi, les utilisateurs ici sont incentivés à travers des réductions, des points, ce genre de choses, en utilisant Mmh. d'autres outils. Par exemple, on a l'équivalent de Uber ici qui s'appelle Grab. En payant avec le wallet de Grab,
On gagne des points qu'on peut utiliser pour avoir des réductions de taxis, des réductions de telles Mhm. choses. C'est vraiment un grand progrès ici. Tu vois, la partie rewarding, c'est un sujet qui est très intéressant. On s'est beaucoup posé la question. Notre parti pris, il a été de redistribuer une partie de nos revenus. Mm. On aurait pu faire le choix, comme d'autres, comme c'est le cas d'Apple, comme c'est le cas de Grab, de redistribuer une partie de cet argent directement à nos utilisateurs. Et donc leur redonner d'une certaine manière une forme de pouvoir d'achat parce qu'on leur réaffecte une partie de cette somme. Mm. Je ne suis pas, on n'est pas, en tout cas dans la team de cofondateurs, des partisans de la surconsommation. Oui. On considère qu'on consomme déjà suffisamment et que ceux qui consomment plus n'ont pas besoin d'être encouragés à consommer davantage. En Oui. revanche, on considère qu'il est beaucoup plus valorisant pour un, un citoyen consommateur, que nous sommes tous, de savoir que l'institution, la solution, le partenaire financier avec lequel il travaille, eh bien, va s'engager à soutenir des causes, à soutenir des projets, parce que c'est vraiment des projets qu'on finance, hein. Encore une fois, on reviendra là-dessus après, je pense, mais va soutenir des projets à chaque fois que moi, je vais consommer. Et le rewarding, pour moi, était beaucoup plus intéressant parce que pour le coup, l'utilisateur, il sait qu'à chaque fois qu'il consomme, il commet une bonne action. Même si c'est l'institution financière, d'une certaine manière, qui fait acte de sadaka, Mm. c'est une satisfaction pour l'utilisateur de savoir qu'à chaque fois qu'il consomme, le projet qui lui tient à cœur est partiellement financé sans que ça Mm. lui ait coûté un centime de plus, mais juste parce que son partenaire financier s'en assure pour lui. Il faut aussi de ne pas investir dans ces autres partenaires financiers que sont Visa et Et Mastercard, en plus, d'investir oui, dans cette et en industrie. plus, on détourne finalement finalement la rente, l'espèce de. Parce que c'est vraiment une rente, pour le coup, on parle d'une rente d'un marché très rentier, puisqu'il est complètement invisible de la plupart des utilisateurs. Donc, on détourne cette Mm. rente qui irriguait jusqu'à présent des acteurs qui, eux, spéculent, financent des États voyous, financent des industries qui sont parfois à la limite de ce qu'on pourrait considérer comme licite, etc. etc. Donc voilà, on change le tuyau, on débranche ce tuyau-là pour envoyer ce flux de valeur vers, vers en partie le financement de projets qui nous tiennent à cœur. Et pour nous, c'était un rewarding qui était très intéressant. De la même manière, si tu veux, le système de parrainage qui existe à l'intérieur de TeamPay, en opposition à tous les systèmes de parrainage qui vont avoir tendance à faire gagner de l'argent à l'utilisateur qui parraine un filleul. Je ne sais pas si tu as déjà été dans une néobanque ou autre, en général, tu gagnes de l'argent si tu as parrainé un filleul et quand ce filleul s'inscrit, eh bien, il y a un rewarding qui s'applique. Nous, le principe repose sur un système d'augmentation de la participation de DinPay au projet que tu soutiens. Donc, si tu parraines un filleul, pendant un mois, toutes les commissions qu'ils ont prélevées à Retrib par DinPay aux commerçants, eh bien, vont être doublées. C'est-à-dire que c'est plus un tiers qui est reversé au projet que tu soutiens, mais c'est 2 tiers. Si tu as 2 filleuls, ce sera pendant 2 mois. Si tu as 3 filleuls, ce sera pendant 3 mois, etc., etc. Donc, en fait, Oui. plus tu vas évangéliser le service autour de toi, plus eh bien, DinPay va reverser une part importante de ses revenus au projet que tu as décidé de soutenir. Très intéressant. Et je trouve que ce mécanisme-là est beaucoup plus intéressant. Il est beaucoup plus intéressant parce que Oui. ça accélère la propagation du service, d'une part, mais surtout, ça accélère le financement des projets in fine. Et encore une fois, certes, ça ne te fait pas gagner plus d'argent, mais tu n'en dépenses pas plus pour accélérer la réalisation de ce projet. J'ai insisté tout à l'heure quand j'ai dit réalisation de projet et non pas de cause. C'est très important pour nous de pouvoir avoir une visibilité et pouvoir apporter de la transparence sur les projets qu'on finance. Donc, j'inviterai tout le monde à regarder sur la page de la campagne KissKissBankBank parce qu'il y a des vidéos, même taper DinPay sur YouTube, il y a des vidéos qui sont très explicites qui permettront bien mieux visualiser que toutes mes explications comment ça fonctionne. Et c'est très important de voir que les projets sont présentés dans l'application comme un peu des projets sur Ulule ou sur Kickstarter ou sur KissKissBankBank. C'est vraiment un projet qu'on finance. Et du coup, ça permet d'avoir une traçabilité.
on est capable de montrer, parce qu'en plus sur l'application, on rend compte de la réalisation, c'est-à-dire qu'il y a un onglet qui est Ouais, dédié à la restitution pour montrer comment le projet a été réalisé. Très concrètement, quelle forme ça peut ouais, prendre? Plutôt que de financer, le Secours islamique ou de financer l'UNICEF ou hem, je ne dis pas que c'est pas intéressant de les financer, je dis juste qu'on n'a pas de visibilité sur ce qu'ils font de l'argent qui leur est donné. Hem, Nous, ce qui nous importait, c'est d'avoir la possibilité de voir concrètement ce qu'on apportait et de rendre compte à nos utilisateurs de ce qu'on avait fait. Ça va être peut-être le fait de, là, typiquement, dans les premiers projets qu'on peut être amené à financer, il y a une association, heu, dans une ville de banlieue parisienne qui organise des maraudes pour les réfugiés, à Paris. Très bien. Quel est leur besoin? Leur besoin, c'est d'avoir aujourd'hui, ils font ça avec leur véhicule personnel, c'est d'avoir un véhicule de type utilitaire qui leur permettrait, d'embarquer plus de matériel sur ces maraudes. Très bien. Ça, c'est un projet très concret. On cofinance, on finance avec eux l'achat de ce véhicule. C'est une visibilité au dernier kilomètre, c'est ça, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le système de livraison. mmh, C'est on sait où a été dépensé l'argent et c'est nous-mêmes parfois qui allons dépenser cet argent pour pouvoir acheter le produit, pour pouvoir il y a un projet d'une association qui est porté aussi par un entrepreneur, en Île-de-France qui, fait construire des puits au Niger. Hem, Pays qui subit de plein fouet en ce moment le réchauffement climatique et la famine de ses populations. Les femmes sont en 1er lieu touchées parce que ce sont elles qui pilent le blé et le mil toute la journée. Eh bien, le fait de créer pardon, c'est pas un puits, c'est un moulin thermique pour piler le blé à leur place, eh bien, ça leur permet d'affecter leur tâche quotidienne à autre chose, de travailler sur d'autres sujets. Et donc, ça, typiquement, c'est très concret. On finance un moulin thermique dans, dans ce village, typiquement. Et on est capable de rendre mmh. compte de la réalisation. Et ça, pour nous, c'est très important, se rendre compte. Super intéressant. Donc les utilisateurs pourront choisir où ils investissent, la partie, qui reviendra aux Mhm. associations, au projet et en plus, ils pourront voir, en temps réel, peut-être pas en temps réel, mais En tout cas, à chaque fin de les projet. l'avancement des C'est projets. ça. À chaque fin de À chaque projet, fin. la réalisation des C'est projets. ça. L'idée, c'est d'avoir, Mmh. des «reporters» entre guillemets au sein de l'équipe qui se déplacent sur la réalisation des projets pour apporter du contenu in-app, donc directement sur le wallet. Donc on a l'historique de ses dépenses, on a le choix des projets qu'on voudrait soutenir qui sont disponibles et puis ensuite on a un onglet qui nous permet de visualiser les dernières réalisations et donc de pouvoir avoir une restitution, du financement qui a été apporté par l'INPE. Super, super excellent. Concernant, le réseau, Mmh. donc un facteur clé de succès, ce sera le réseau de commerçants. Comment est-ce que vous comptez les motiver? Comment est-ce que vous comptez, les approcher Alors et développer votre réseau? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réseau commerçant, c'est Retrib. Retrib, c'est le Mmh. processeur de paiement, ce qui permet d'être inclusif et d'intégrer, au service tous les types de commerçants. D'ailleurs, les commerçants qu'on ira voir, on n'a pas besoin nécessairement de leur parler ni de DinPay, ni des solutions qui ensuite verront le jour sur le même modèle par la suite. On D'accord, leur OK. parle uniquement de Mmh. Retrib. Donc, c'est le réseau d'acceptation Retrib. Les commerçants, il y a bien évidemment, l'argument, émotionnel qui est fort. Hem, on est un réseau qui redistribue une partie de nos commissions. Là où aujourd'hui vous êtes prélevé par les réseaux conventionnels et on vous donne pas le choix et c'est comme ça et ensuite vous n'avez aucune visibilité sur l'usage de ces bénéfices, eh bien, nous, on vous donne la possibilité d'utiliser un réseau alternatif dont vous avez la certitude qu'un tiers de ces prélèvements sera réaffecté à des projets sociaux et environnementaux. Donc il y a la dimension émotionnelle Mmh. qui est pas négligeable, même si bien évidemment les commerçants sont beaucoup plus sensibles et sont, à des arguments qui sont plutôt rationnels. Côté rationnel, il y a l'aspect économique, bien évidemment. On se situe toujours en dessous des prix du marché imposés par les systèmes conventionnels. C'est-à-dire que là Mmh. où, un commerce physique va avoir, des frais de location de TPE, des frais de consommables et parfois des frais fixes plus des frais variables sur la transaction, nous, on va avoir uniquement des frais variables et ces frais variables vont être légèrement inférieurs à ceux qui payent habituellement.
Donc il y a un argument rationnel qui est très fort. Euh, donc de ce point de vue-là, l'aspect économique est potentiellement plus intéressant, potentiellement rend déjà le service en tout cas plus intéressant pour eux. D'accord. Tu as dit plutôt que en fait, quand tu vas voir les commerçants, Mhm, eux, ce qu'ils verront, c'est Retrieve, ils ne verront pas d'InPay. mhm. Du coup, ce sera quoi leur interface derrière? Alors eux, ils ont leur propre TPE sur leur smartphone. Alors Ok. je pourrais t'envoyer de la documentation sur le lien avec grand plaisir. Là, en Zoom et en podcast, ce serait un peu compliqué à expliquer. Ça marche, Mais ça marche pas très bien. ils ont leur propre wallet sur leur smartphone. Et en fait, leur wallet leur permet de Mhm. saisir un montant qui génère un QR code et l'utilisateur, avec son propre smartphone, avec sa solution d'InPay, passe son téléphone au-dessus du QR code, flash le QR code et instantanément a la possibilité de confirmer la transaction depuis son propre wallet. D'accord. Et l'argent est stocké dans le wallet du commerçant. L'argent est stocké dans le wallet du commerçant et en fait, on va le stocker dans le wallet du commerçant pendant une période qui peut aller au maximum jusqu'à 72 heures. Et au bout de 72 heures, on va détruire le wallet qu'il a l'argent qu'il a dans son wallet et on va lui faire automatiquement un virement qui part du compte en banque de Retrieve directement vers son compte en banque. Donc en fait, il n'a aucune Ouais. opération à effectuer et il a directement sur son propre TPE, sur son propre wallet TPE, il a l'historique de toutes les transactions avec un fichier CSV qu'il peut envoyer à son comptable avec l'ensemble des transactions et de manière très détaillée, il a l'historique, il a le détail pardon, des commissions qui sont appliquées. Donc il sait quelle est la commission du réseau et il sait également quelle est la contribution, ce qu'on appelle RSE, donc la contribution RSE de Retrieve. C'est-à-dire qu'il sait qu'il y a tant sur la commission qui lui a été prélevée qui sont reversés aux projets solidaires qui ont été choisis au préalable par les utilisateurs. D'accord. Et l'utilisateur paiera lui avec une carte, avec son téléphone, Alors, c'est il y ça? a deux possibilités. Soit il le fait directement avec son téléphone, soit il le fait avec la carte de paiement qui va être associée, une carte de paiement qui embarque la technologie biométrique. Donc là aussi, on a essayé de minimiser au maximum le besoin de faire appel à des tiers. Alors, c'est une carte de débit, il n'y a pas de crédit, hein, bien évidemment. C'est uniquement une carte de débit et cette carte de débit, elle est sécurisée par une technologie biométrique, c'est-à-dire que sur la carte, il y a un capteur d'empreinte digitale et on ne peut payer avec cette carte qu'avec apposition soit de son pouce, soit de son index. Et il n'y a que cette vérification préalable qui permet le paiement avec la carte en question. Donc, même si on nous vole la carte, personne n'a la possibilité de payer avec, ce qui nous permet demain de nous passer notamment d'assurance, parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher Mhm. dans une carte, c'est les assurances en cas de fraude, en cas de vol. Là, en l'occurrence, impossibilité d'utiliser la carte en dehors du détenteur de la carte en question. Tu en parlais plutôt, d'InPay, c'est juste une des communautés qui est visée. Mhm. Vous visez aussi d'autres types de communautés qui pourront avoir leur propre, qui pourront utiliser de leur manière cette application-là. Est-ce que tu peux développer un peu quel type de communauté est-ce que vous visez, comment ça fonctionnerait pour En eux? fait, si tu veux, je vais revenir à la genèse même du projet. On sait que si on veut changer, on peut avoir la meilleure idée du monde. Si on veut changer les choses en profondeur, on a besoin de créer une adhésion forte de la part des utilisateurs. Si on avance uniquement avec des arguments rationnels, en disant, bah, regardez, on a un super moyen de paiement qui est neutre, qui parle à tout le monde, mais qui intègre cette possibilité de redistribuer une partie de la richesse. Euh, donc, c'est les mêmes valeurs qui sont défendues, c'est les mêmes principes qui sont défendus, euh, mais on s'adresse à tout le monde. Le fait de s'adresser à tout le monde, ça ne fait écho à des arguments qui sont rationnels pour les gens. C'est je dois utiliser un moyen de paiement ou je peux utiliser un moyen de paiement qui est meilleur pour la société, meilleur pour l'environnement, etc. Et bien, on se rend compte qu'on se heurtera et on se heurte immédiatement et systématiquement au frein le plus élevé à l'adoption, qui est la difficulté des uns et des autres à changer leurs habitudes de consommation. On va peut-être faire l'effort pendant une semaine et puis très rapidement, on va revenir à ce qui est facile, ce qui est pratique pour nous. Du coup,
on a compris qu'il fallait faire écho à un autre levier, un levier qui est d'ordre émotionnel. Et donc, aller chercher les gens sur ce qu'ils ont de plus profond en eux, ce qui fait écho à leur sensibilité profonde. Et c'est pour ça que on a décidé de décliner en fait la solution qui va être fondamentalement la même, qui repose sur le même modèle économique, qui repose sur les mêmes valeurs défendues, euh, mais aller l'adresser à des communautés qui sont différentes. Et sur un argument qui est probablement le plus puissant au monde, c'est celui de la foi. Celui de la foi, parce que la foi, c'est ce qui nous transcende. La foi, ce qui nous pousse à aller au-delà justement de certains freins, de certaines limites qu'on a tendance à se fixer souvent nous-mêmes, mais ce qui nous pousse à aller au-delà, ce qui nous pousse à être meilleur, ce qui nous pousse à avancer. Et du coup, c'est pour ça que pour nous, il était évident que, un, notre communauté musulmane était probablement celle qui avait le plus de chances de s'approprier un sujet comme celui-là, parce que nos valeurs, les principes qui étaient défendus, étaient ceux qui font écho immédiatement au troisième pilier. Et en même temps, ce sont des valeurs qui sont fondamentalement universelles. Donc elles sont transposables en réalité, d'ailleurs comme l'islam l'est de manière générale, à n'importe quelle individualité dans le monde. Et par conséquent, l'idée c'est bien évidemment, sans forcément s'afficher en tant que solution qui porte des valeurs de la finance islamique, mais de décliner le modèle sur d'autres verticales auprès d'autres populations qui ont ces sensibilités profondes. Et c'est pour ça que derrière DinPay vont être produits Belief. Belief, c'est une déclinaison du service, mais qui s'adresse essentiellement à la communauté des utilisateurs qui ont une sensibilité écologique forte. Le modèle économique est le même, l'expérience utilisateur est la même, mais l'interface va prendre un habillage qui va être différent et les projets à venir seront résolument tournés, bien évidemment, vers des projets beaucoup plus écologiques. Même si les projets, en réalité, peuvent être complètement transversaux d'une verticale à l'autre. Et Oui, puis, bien sûr. tu vas avoir une autre déclinaison qu'on va travailler en propre, c'est la déclinaison des Bretons, parce qu'on sait qu'il y a une identité régionale qui est extrêmement forte. Donc, on a une verticale qui s'appelle Triskel. Triskel, c'est le service d'INPE, qui est exactement le même, mais qui s'adresse à la communauté bretonne. Et là, on aura des projets solidaires, des projets environnementaux, mais aussi probablement des projets qui sont tournés vers la culture régionale, la langue régionale, etc. etc. Et derrière, c'est déclinable à l'infini. Donc, tu peux imaginer un wallet pour les Kabyles, imaginer un wallet pour les Wolofs, imaginer un wallet pour les Basques, etc., etc. C'est le même modèle économique, toujours une redistribution d'un tiers des commissions qui sont prélevées, mais derrière, c'est des projets qui vont parler plus ou moins à chacune de ces communautés, parfois avec des Ouais. projets qui vont être complètement transversaux. Donc en fait, il y a une dimension très inclusive. On part de valeurs qui sont universelles et on crée des passerelles pour montrer parfois à des communautés qui auraient tendance à croire peut-être que tous les opposent, qu'en réalité, eh bien, ils partagent exactement les mêmes valeurs. Oui. Pour les différentes communautés, la chose sera différente, c'est la couleur de l'application, voilà, la forme de l'application, la couleur de la carte. Il y a, Mais sinon, derrière, ça fonctionne pareil, exactement pareil. exactement. Exactement, Mhm. c'est ce même fonctionnement, sauf que Mhm. derrière, il y a un habillage qui fait écho à chacune des sensibilités. Euh, mais c'est probablement la meilleure manière pour faire adhérer un maximum de monde. Oui. Et puis peut-être qu'un jour, on Mhm. pourra avoir une version complètement universelle du service qui n'aura plus besoin de cet habillage pour se propager, pour créer l'adhésion, mais qui pourra uniquement, de par sa notoriété, sa visibilité, sa pénétration dans les couches de population, eh bien se suffire à elle-même pour être propagée. Mais in fine, il faut passer par cette étape-là et avoir des communautés ambassadrices, si tu veux, d'une certaine manière. Mhm. Oui, pour rassembler, pour créer ce mouvement. Mais comme tu dis, in fine, au final, c'est juste une sélection de projets pour l'utilisateur. Donc, OK. Mais du coup, pour le marchand, lui, il voit la même interface. Il voit pas GenPay, il voit pas les autres De communautés. la même manière, Il voit que c'est Retrieve. ça. De la même manière, en fait, si tu veux, que aujourd'hui, quand tu vas chez un commerçant,
Ce commerçant, Mhm. il a un TPE. Il sait Mhm. que ce TPE accepte Visa et Mastercard, voire American Express dans certains cas de figure. Mais il se fiche de savoir Mhm. si tu es à la Banque Postale, si tu es au Crédit Agricole, ou si tu es à la BNP, ou si tu es à la Singapore Bank. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est un moyen de paiement qui fonctionne. Eh bien, côté commerçant, il va venir ajouter à ces différents dispositifs d'acceptation de paiement Retrib avec un TPE in-app sur son smartphone. Et ensuite, lui que tu payes avec ton wallet d'InPay, ou que tu payes avec demain un wallet Belief, ou que tu payes avec un wallet Triskel, ou que tu payes avec un wallet X ou Y, ce ne sera pas son problème. Lui, ce qu'il veut, c'est Oui. avoir un système de paiement qui fonctionne. Par contre, toi, tu veux un environnement, un wallet qui est propre à ton identité avec des projets à soutenir qui font écho à ta propre sensibilité. Oui. L'argent qui est rassemblé à travers Mhm, l'application dans le wallet, tu disais après 3 jours maximum, il serait transféré dans le compte du mhm. marchand. L'argent en lui-même, il réside bien dans un compte en Oui, banque. l'argent, Donc vous êtes partenaire avec une banque tout à fait. quand même au final, puisque vous n'avez pas le choix Parce qu'on n'a pas le choix. sur ce sujet-là, vous n'avez pas le choix. Tant qu'on Et du coup, vous devez reverser aussi des frais à cette banque. Alors, il y a des frais de fonctionnement qui sont nécessairement reversés à cette banque, mais qui sont pas liés Mhm. à la volumétrie, qui sont pas liés à la volumétrie et à la transaction en elle-même. Ce sont des D'accord. frais généraux qui sont imputés entre guillemets, c'est des frais de gestion de compte, ce qu'on appelle un compte de Oui. cantonnement. Et ce compte de cantonnement a des frais de gestion et qui ensuite, c'est des coûts de structure pour nous qui sont globaux d'une certaine manière. Donc, on a un Oui. compte de cantonnement à l'année D'accord. avec un plafond min-max de liquidité possible en stockage. Et ensuite, derrière, il joue le rôle un peu de chambre de compensation, si tu veux. Chaque fois qu'on a un dépôt Super. par un utilisateur dont on lui réaffecte sur son wallet, l'argent est stocké dans le compte de cantonnement. Une fois que l'utilisateur a dépensé son argent chez un commerçant, et c'est que du one-way, c'est pour ça que c'est aussi un réseau qui est particulièrement sécurisé, c'est qu'il n'y a pas d'échange en peer-to-peer. Je ne peux pas envoyer de l'argent à un ami. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on perdrait la trace, on perdrait le lien, on perdrait l'objet de la transaction. Et puis surtout, je ne te cache pas qu'on nous tomberait immédiatement dessus, a fortiori encore plus parce qu'on propose une solution qui est adressée à la communauté musulmane. Je peux te dire que on sait qu'on va être particulièrement attentif à ce qu'on fait. Donc, on est un réseau qui est ultra sécurisé dans la mesure où on ne peut dépenser son argent que chez des commerçants qui sont eux-mêmes identifiés, qui sont forcément enregistrés en base de notre côté avec un CABIS, avec une identification du propriétaire du commerce, etc. Donc, c'est extrêmement sécurisé. Et une fois que ton argent a été dépensé chez le commerçant, il restera pendant 72 heures sur le wallet du commerçant maximum. Et au bout de 72 heures, on purge l'intégralité des transactions qui ont été faites au commerçant. Donc, il a un solde, admettons qu'il est cumulé pour 14 000 euros de transactions. Eh bien, on va détruire les 14 000 euros du wallet du commerçant et on va lui faire un virement automatiquement de la somme sur son compte en banque par virement, moins notre commission. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un tiers de la commission qui est reversée directement aux différents D'accord. projets ventilés pour chaque utilisateur. Chaque utilisateur peut choisir un projet Mhm. différent. Est-ce que dans votre compte de cantonnement, l'argent peut utiliser la banque, pardon, peut utiliser l'argent pour ses investissements comme elle peut le faire dans notre compte courant? Alors, c'est une grande question. C'est une des raisons pour lesquelles on ne se positionne pas aujourd'hui en tant qu'institution de finance islamique. Euh, la première raison pour laquelle on ne se positionne pas en tant qu'institution de finance islamique, c'est parce que euh, le paiement n'a pas à être licite ou illicite. Il n'est pas considéré comme tel en tout cas. Par contre, la question du cantonnement et de l'usage des fonds par la banque partenaire est un sujet pour nous qui est extrêmement important, dans la mesure où on n'a aucune envie que l'argent qui soit stocké sur le compte de cantonnement soit utilisé par cette banque pour faire des placements, etc. Donc, Mhm. malheureusement, en France, en tout cas, en fait, on va avoir un compte de cantonnement dans chaque pays dans lequel on va opérer. Donc, quand on opérera au Moyen-Orient, quand on opérera demain au Maghreb, quand on opérera en Asie du Sud-Est, Malaisie ou en Indonésie,
la question ne se posera pas. Notre partenaire financier sera lui-même une IFI, une institution de finance islamique, et par conséquent, la question ne se posera pas. En revanche, en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'institution de finance islamique, il n'y a pas de banque islamique en France. Par conséquent, notre choix de partenaire financier se portera sur, entre guillemets, le moins pire. Donc, on a un certain nombre de critères, et c'est pour ça que c'est des sujets qui sont toujours en cours de discussion de notre côté. On doit avoir un partenaire qui a une certaine agilité technologique, parce que bien évidemment, si on prend le crédit coopératif, qui est probablement un des acteurs les plus éthiques de la place financière parisienne, ils sont très éthiques, mais d'un point de vue agilité technologique, on n'arrivera jamais à faire ce qu'on veut, et donc on va prendre des années de retard. Mais d'un autre côté, on a besoin aussi d'avoir une certaine assise en termes de notoriété. Si on prend aussi le crédit coopératif, ou un tout petit acteur, une néobanque qui serait paradoxalement très éthique, on aura peut-être du mal à avoir la crédibilité nécessaire auprès de notre audience, auprès de nos utilisateurs. Donc, il faut trouver ce compromis-là et bien évidemment, essayer aussi de trouver l'acteur qui sera le plus éthique. Donc, il faut un acteur qui est à la fois éthique et moral dans sa manière dont il opère, un acteur qui a une certaine agilité technologique et un acteur qui a une certaine crédibilité, parce qu'on touche à un sujet qui est extrêmement sensible, qui est quand même l'argent des gens, donc il faut une certaine crédibilité derrière. Et aujourd'hui, il n'y a pas 36 acteurs qui cochent globalement ces trois cases-là. Et celui qui, pour nous, est probablement le plus intéressant, c'est le Crédit Mutuel. En tout cas, en France. Pourquoi? Parce que c'est une banque de terrain, c'est une banque de réseau, c'est pas une banque de marché. Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste, donc qui est détenue par ses clients et surtout qui n'opère pas sur les marchés financiers, donc qui n'a pas de banque d'affaires d'une certaine manière, si tu préfères. Elle ne spécule pas sur les marchés financiers et pour nous, c'est probablement le meilleur compromis qu'on puisse avoir en tout cas sur le territoire français dans un premier temps. Donc, il y a des intentions, il y a une volonté, mais après, il faut pouvoir aussi avancer, il faut pouvoir rendre réalisable le projet, et donc il faut s'adapter à certaines contraintes, certaines réalités. Voilà. Super, très bien, je te remercie pour ta transparence. Maintenant, je comprends beaucoup mieux tout le pipeline, on va dire, du projet. Et pour moi, ça fait sens. Et je vois pas comment on pourrait faire autrement, parce qu'il n'y a pas de solution de toute façon. Si à terme, il y a un attrait énorme, pourquoi pas créer à terme votre propre banque, et là, pour le coup, tout le pipeline En fait, serait parfait. d'autant plus que, bien évidemment, dans l'ambition du projet, il y a l'objectif, comme je disais tout à l'heure, éventuellement de devenir une néobanque, parce qu'on n'aurait plus la problématique de devoir passer par un tiers. Ce que je pense qu'on apporte de plus par rapport à un certain nombre, et ce qu'on pourrait apporter, et ce qu'on apporte déjà de plus dans ce projet par rapport à un certain nombre d'institutions de finance islamique, la finance islamique, ça pose un cadre juridique. Et ça, dans tous les pays, notamment les pays musulmans dans lesquels on sera amené à opérer, il y aura une conformité, déjà parce que nos partenaires financiers, nos partenaires bancaires seront des institutions de finance islamique. Donc, le flux sera certifié directement par leur charia board d'une certaine manière. On n'exclut pas d'avoir notre propre charia board à un moment donné. On a déjà pris des contacts avec certaines institutions, notamment en Malaisie ou en Indonésie, avec qui ont des équipes extrêmement qualifiées, mais qui nous ont dit que pour l'instant, il était trop tôt, qu'il allait falloir opérer les premiers flux, qu'il allait faire un certain nombre de retours d'expérience sur la partie opérationnelle pour qu'ils puissent faire un audit complet du service, ce qui me semble assez légitime. Mais ce qu'on apporte en plus, c'est un cadre éthique. On apporte une forme d'éthique en plus de la surcouche juridique. Et on n'a pas besoin d'être une institution de finance islamique pour apporter de l'éthique. Certaines banques européennes pourraient très très bien s'inspirer des fondements, et c'est d'ailleurs ce qu'on les appelle à faire, parce qu'on va le voir dans la crise qui va être celle qui va suivre,
les institutions de finance islamique vont être celles qui vont le mieux résister, comme en 2008, parce que justement, elles sont beaucoup moins exposées, parce qu'elles sont beaucoup plus rationnelles dans les investissements qu'elles font, elles sont beaucoup plus mesurées, et que l'économie réelle de ces marchés-là est beaucoup plus alignée, même s'il y a quand même une distance qui s'est créée, mais il ne faut pas se leurrer, hein, la plupart des institutions de finance islamique opèrent aussi en Occident, et il y aurait beaucoup à dire. Ça ne va pas être le sujet de ce podcast, mais il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'être une institution de finance islamique pour ajouter une surcouche d'éthique dans sa manière d'opérer, dans sa manière de faire du business, de rendre un service. Donc je pense qu'il y a une voie à suivre. Retrib et DinPay, et surtout DinPay, s'engagent dans cette voie-là. Oui. Est-ce que ce sera un succès? Je ne sais pas, mais ce projet est une bénédiction. Il y a une bénédiction à mener, il y a une bénédiction à réaliser. L'entrepreneuriat, c'est un chemin qui est toujours la vie est une route vers l'inconnu, mais l'entrepreneuriat est une route sinueuse, faite de peut-être encore plus de virages que les autres. Et donc, on ne sait pas où ça va nous mener. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, les retours sont globalement quand même très positifs. Et c'est rassurant aussi pour nous. Et il y a de très nombreuses personnes dans des univers très différents, et surtout pas que des musulmans, parce qu'on a communiqué que sur DinPay pour l'instant, mais pas que des musulmans, surtout beaucoup de non-musulmans qui nous disent mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas demain, pourquoi vous ne sortez pas une solution aussi pour les autres? Donc c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est qu'il y ait ce premier phare qui s'allume, et que demain, ce soit la lumière pour d'autres acteurs, pour d'autres individus qui pourront adopter un service similaire. Donc voilà, ce que Oui. ça va venir, je ne sais pas, mais en tout cas, on travaille dur pour essayer de le rendre meilleur, et apporter une couche d'éthique dans tout ça. Très bien. En termes de financement, donc tu en as parlé, vous faites un crowdfunding Ouais, du coup sur c'est ça. KissKissBankBank, pardon. C'est en train de lever 20 000 euros. Pourquoi est-ce que vous levez 20 000 euros? Est-ce que c'est les seuls fonds que vous levez? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi sera destinée cette Bien somme? sûr. En fait, un projet comme le nôtre, bien évidemment, ce n'est pas 20 000 euros qu'il faut injecter pour pouvoir le développer. Euh, c'est un projet qu'on a développé en partie sur fonds propres. Ça fait 2 ans qu'on est dessus. La société est une société de droit suisse qu'on a créée à Genève pour des questions d'internationalisation du service, pas du tout pour des questions de dumping fiscal. Ce serait très malvenu, bien au contraire. En revanche, il était très important pour nous à ce stade du projet d'aller se confronter à notre public, d'aller se confronter à nos futurs utilisateurs. Cette campagne KissKissBankBank, elle nous permet certes de faire un bridge, parce qu'il y a une levée de fonds aussi en parallèle en cours avec des acteurs plus institutionnels, etc., mais qui va prendre du temps. Ça nous permet de faire un bridge et de continuer à pouvoir financer le développement du projet. Et notamment, ça nous permet de financer la finalisation des applications mobiles. Donc, c'est surtout la partie front-end, donc toute la partie intégration, parce qu'on a beaucoup développé le processeur, on a beaucoup travaillé sur la partie back-end, mais il nous reste encore à allouer du temps et du budget à cette partie front-end, et c'est à ça que sert en partie cette campagne de crowdfunding, c'est pour nous permettre de financer cette partie front-end. Mais surtout, ce qu'on va chercher, c'est de l'adhésion. Si demain, j'ai 10 acteurs, si demain, j'ai 10 mécènes d'une certaine manière, qui nous donnent 2 000 euros chacun et qui remplissent les critères de la campagne de crowdfunding et nous permettent d'atteindre le premier palier qui est de 20 000 euros, je serai certes très content, mais l'objectif pour moi ne sera pas rempli. Je préfère avoir 20 000 personnes qui me donnent 1 euro, qui donnent 1 euro à cette campagne et qui matérialisent une adhésion de la part de 20 000 personnes. Pour moi, ce serait beaucoup, beaucoup plus intéressant. Je préférerais même avoir que Oui. 10 000 personnes qui donnent 1 euro et donc atteindre que la moitié de l'objectif de campagne, mais montrer qu'il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à soutenir ce projet. Pour l'instant, on en est loin, on a besoin de le faire partager. C'est un sujet qui est pas simple à comprendre. Paradoxalement, c'est le paiement, on l'utilise tous,
mais on ignore, comme je le disais, tous les frais qui sont derrière et les rentes qui y sont associées. Donc il y a un travail pédagogique, d'évangélisation. C'est pour ça que j'invite tous ceux qui t'écoutent, qui nous écoutent, à aller regarder les vidéos, soit sur la campagne KissKissBankBank directement, ou soit taper sur YouTube d'InPay, parce que ce sera 1000 fois mieux expliqué que tout ce que je viens de faire. Ouais. Et ce sera extrêmement concret pour le coup. C'est vrai que la vidéo est très bien expliquée et on comprend bien le projet et on voit aussi comment l'app en principe fonctionnera et quelles sont les technologies sous-jacentes et les principes qu'il y a derrière. Je te C'est remercie. moi. Vous comptez lever, vous avez une somme particulière à lever auprès d'investisseurs autres que sur Bah KissKissBank? là, on est en train de réunir un pool de business angels, donc essentiellement des entrepreneurs, essentiellement des personnalités, des makers, comme tu les appelles, des makers, que ce soit des Muslim makers ou que ce soit des makers tout court. On réunit vraiment de l'expérience et beaucoup de bienveillance parce qu'on fait un casting qui est assez sélectif. On sait que c'est déterminant pour la suite. On ne veut pas juste des capitaux, on ne veut pas juste de l'argent. On veut aussi des gens qui croient en nous, des gens qui croient dans le projet, des gens qui croient dans ce qu'on est en train de porter. Donc, c'est un casting qui prend du temps. Mais c'est essentiellement, voilà, c'est les business angels qui vont amener des fonds, de la bienveillance, du réseau dans le projet. Donc c'est en cours, ça suit son cours. C'est sûr que 2020 est une année particulière pour entreprendre. Je Oui. pense à tous les entrepreneurs qui se sont retrouvés avec des grosses difficultés. Ça freine les échanges, ça freine les rencontres. Je te donne un exemple. On a été labellisé Finance Innovation au mois de juin. Normalement, la journée de la labellisation correspond au FinTech Forum où il y a 2000, 3000 personnes qui viennent. Bon, bah, ça s'est fait sur Oui. Zoom. On a eu 15 minutes de présentation et puis ensuite on a éteint l'ordinateur et voilà. Donc ça te donne, c'est encore plus de difficultés, plus d'épreuves pour entreprendre. Mais comme je te l'ai dit, ce projet est une bénédiction. Donc voilà. Nous, on a une obligation de moyens, jamais de résultats. On fait le maximum et toujours tout ce qui est en notre pouvoir. Donc, on agrège petit à petit tous ces gens-là et on a des profils très intéressants qui nous rejoignent, qui croient vraiment beaucoup dans ce projet. Donc, c'est un plaisir. Super. Je tiens juste à ajouter que je supporte beaucoup ce genre de projet parce qu'on entend souvent les musulmans et même d'autres personnes, pas forcément les musulmans, hein, qui se plaignent des institutions bancaires, qui se plaignent, qui disent qu'ils sont des corrompus et qui les insultent, qui en disent du grand mal, mais qui derrière, on voit très très peu d'initiatives concrètes qui sont menées. Et quand je vois ce genre d'initiatives et qui, en plus, sont menées par la communauté musulmane, je suis très très fier de voir ce genre de projet. Et, euh, et j'encourage vraiment les auditeurs à donner ne serait-ce qu'un euro, comme disait Jérémy, pour montrer votre soutien à ce genre de projet. Parce que les 1 euro, vous allez les donner quand même à Visa et Mastercard Quoi dans votre prochain paiement, donc quoi qu'il quoi arrive. qu'il arrive. Donc, autant les donner pour des bonnes causes. Bah, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Merci Mais beaucoup, c'est vrai que Jérémy. c'est le pot de terre contre le pot de fer. Donc, c'est quelque chose qui peut nous permettre de faire émerger ce genre de solutions. Elles n'émergeront pas de ces acteurs-là. Bah, c'est le Ouais. soutien, c'est le soutien des citoyens, le soutien des utilisateurs, le soutien de la communauté, le soutien des êtres humains de manière générale. Il n'y a que l'agglomération et de nos énergies respectives et de notre volonté respective de changer les choses qui peuvent faire bouger les choses. Ouais. Je te remercie, C'est Jérémy. moi. J'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser que je ne t'ai pas posée? Non, je crois qu'on a balayé le champ des possibles. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ensuite, si derrière quelqu'un a la moindre interrogation, le mieux, c'est encore d'aller voir les vidéos parce que tout sera dedans. Il y a une interview de notre part, il y a les explications du projet, les raisons pour lesquelles on l'a créé, le détail des applications, etc. Donc, tout est disponible maintenant. Très bien, je mettrai tout ça en description. Est-ce que tu as un bouquin ou plusieurs bouquins ou des vidéos à conseiller à nos auditeurs qui, toi, t'ont particulièrement marqué, que tu souhaites que tu conseilles? Il y a, il y a un livre qui est pour moi une référence absolue et
qui fait que je continue en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, c'est le livre de Nassim Nicolas Taleb, The Black Swan. Signe noir. Exactement, bon, qui paradoxalement est extrêmement d'actualité, mais en réalité, il y a un message très très fort et notamment à un moment donné, il dit quelque chose qui pour moi est devenu une sorte de ligne directrice. C'est la somme des choses que l'on connaît est infiniment plus faible que la somme des choses que l'on ignore. Et donc, il faut continuellement garder à l'esprit que nos décisions doivent être toujours dictées par ce qu'on ignore. Et je pense que c'est ce qui nous pousse aujourd'hui, moi et mon équipe, à croire dans ce projet, c'est qu'on ignore complètement comment les gens peuvent se l'approprier, on ignore complètement comment l'attente peut se développer autour de cette solution. Et de manière générale, on se rend compte que tout est possible. Voilà. Barakallahu fik, Jérémy, je te remercie. Barakallahu fik. En tout cas, je vous souhaite toute la réussite dans votre projet. Encore une fois, j'incite les auditeurs à aider comme ils peuvent. Si ils ont des questions, qui essaient de vous suivre, donc est-ce qu'il y a un site internet qu'ils peuvent suivre Bien sûr. sur LinkedIn, est-ce qu'ils peuvent vous poser des Sur questions? LinkedIn, sur DinPay, ils peuvent aussi m'ajouter sur LinkedIn à Jérémy Le Petit. Il y a le compte Instagram de DinPay, il y a la page Facebook de DinPay. Voilà, on pourra répondre à toutes les questions et éventuellement, s'il y a des synergies, y réfléchir. Bref. Très bien. Je te remercie, Jérémy. Merci à toi, Barakallahu fik. À bientôt, Inch'Allah. Salam À alaikum. bientôt, Inch'Allah. Wa alaikum salam. Et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.